Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci de vous être rendus disponibles pour assister à ce webinaire organisé par l'Umiplan et qui a pour thème les bornes d'information voyageurs autonomes. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes afin d'aborder l'ensemble des aspects de ce sujet pour que vous puissiez tout savoir sur les bornes d'information autonomes. Je vais commencer par vous présenter les intervenants en les saluant. Bonjour à Jean-Marc Rouffet, qui est directeur des équipements et du patrimoine de transport de Bordeaux Métropole. Bonjour. Bonjour à Jonathan Delisotti, directeur général au sein des sociétés Esterel Car et Raphaël Bus, les réseaux de Fréjus et de Saint-Raphaël. Bonjour à tous. Et enfin, bonjour à Arnaud Chevalier, directeur marketing et expérience client du groupe Lumiplan. Bonjour et bienvenue. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Nous souhaitons que ce moment d'échange soit interactif. Donc, vous avez à votre disposition un chat qui vous permet de poser à tout moment vos questions. Dans la mesure du possible, nous essaierons d'y répondre au fil de l'exposé. Mais si toutefois nous ne pouvions répondre à l'ensemble de vos questions, soyez rassurés, nous le ferons de toute façon. Nous avons un temps d'échange à la fin de cette présentation pour pouvoir poursuivre le dialogue et éventuellement répondre aux questions auxquelles nous n'aurions pas pu répondre pendant la présentation. Et puis, vous préciser que ce webinaire est disponible ensuite en replay pour tous ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de le suivre dans son intégralité. Alors, la première chose, effectivement, c'est de pouvoir vous présenter les structures de nos intervenants. Donc, Jean-Marc Rouffet, je vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail TBM? Oui, bonjour à tous. TBM, c'est l'acronyme pour les transports de Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, c'est constitué de 28 communes pour 840 000 habitants. Alors évidemment, en tant que métropole, nous avons sur l'ensemble de notre territoire. Et pour cela, nous avons mis en place le réseau TBM, qui lui est un réseau vraiment intégré qui contient à la fois le tramway, les bus, les bateaux, puisque nous avons l'avantage d'être traversés par la Gironde, par la Garonne. Et nous avons aussi tout un système de vélos en libre service, le tout avec des parcs relais et du transport à la demande et transport pour personnes à mobilité réduite. Le principe à la métropole, là j'y reviendrai peut-être un peu plus dans le détail plus loin, c'est que Métropole est propriétaire de l'ensemble des biens de transport. C'est elle qui les achète et qui les installe, et ensuite elle les confie en délégation, enfin sous le principe de délégation de service public, à une entreprise. En l'occurrence, chez nous, c'est Keolis qui gère le réseau. Et nous sommes en notre actualité du moment, c'est le renouvellement de cette DSP qui sera effectif à la fin de l'année, à la fin de cette année. Donc au 1er janvier 2023, nous aurons un nouvel exploitant pour l'ensemble de notre réseau. Alors je précise juste que je suis donc Jean-Marc Rouffet, je suis le directeur des équipements et du patrimoine de transport. Ma direction, c'est elle qui achète l'ensemble des équipements et des systèmes pour ce réseau. Alors à la fois, on achète les bus, les rames, on installe les rails de tramway quand on fait du tramway, etc. Alors pour être plus concret, le réseau TBM, c'est un ensemble donc je vous l'ai dit, qui est constitué des modes bus, tram, bateau, vélo. Les bus, très rapidement, on a un parc de 517 bus qui sont répartis sur 65 lignes. On parcourt plus de 28 millions de kilomètres. Alors ça, c'est les chiffres 2021. On a parcouru 28 millions de kilomètres et on a fait quasiment 55 millions de voyages. Enfin, il y a eu 55 millions de voyageurs sur le réseau.
malgré tout, ça nous fait un V sur K qui est de l'ordre de, enfin, de ratio véhicule kilomètre, voyageur par kilomètre, qui est seulement de 1,9. À contrario, le tramway, nous avons je crois qu'on a perdu Jean-Marc. Jean-Marc, oui. Alors, on va essayer de récupérer la communication. Non, j'ai cru que j'étais coupé. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Le son est revenu. Le son est revenu, mais vous, tout le monde m'a entendu, j'espère. Non, on vient juste de vous entendre de nouveau. Ah, mince. On vous a perdu au niveau du tram. On vous a perdu au niveau du tram. Bon, je vais recommencer. Alors, pour le tramway, je disais que nous avons un réseau de tramway qui est réparti sur 4 lignes pour couvrir 77 km de voies. Et nous avons 130 rames de tramway. Avec ce réseau, nous parcourons 7 800 000 km par an et nous transportons 95 millions de voyageurs. Là, on a un taux de voyage au kilomètre qui est bien meilleur, qui est de 12,2. Et là, je dirais que ces chiffres 2021 sont, pandémie oblige, très inférieurs à ce qu'on avait connu en 2019. 2019, on était sur une très bonne année. On avait en cumul, on avait plus de 150 millions de kilomètres, 150 millions de voyageurs, 160 millions même, et on avait des V sur K qui étaient pas loin de 14 pour le tramway. Si je complète, maintenant nous avons donc un réseau de vélos en libre service, 85 stations, 2800 vélos. Petit problème de connexion. Donc, il y a effectivement 2800 vélos et 1 250 000 locations. J'espère qu'on va récupérer le son de Jean-Marc Rouffet pour qu'il puisse continuer sa présentation avec notamment les chiffres concernant le transport fluvial. Bon, cela étant, tout le monde voit les chiffres, hein, donc ça reste ce qui est intéressant de noter avec le réseau de Bordeaux, c'est qu'il est intégré et donc il y a différents modes. Donc voilà, vous avez les chiffres à l'écran. Donc voilà, de 2800 vélos, on va pas les répéter, et donc incluant aussi le bateau. Donc c'est une caractéristique intéressante avec donc, notamment le fleuve de Bordeaux, donc, et ainsi que des parkings relais qui évidemment font partie d'un dispositif plus complet pour inciter à l'usage des transports publics. Donc le temps qu'on retrouve Jean-Marc, on peut peut-être… Oui, on va passer et je vais céder la parole à Jonathan Delisotti pour nous faire une présentation d'Aglobus Estérel Côte d'Azur. Je vous cède la parole, Jonathan. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Alors nous ne sommes pas aussi grands que Bordeaux, mais nous sommes d'une taille, une agglomération qui aujourd'hui fait environ 120 000 habitants. Donc nous sommes Aglobus CAVEM, enfin ça se dit plus CAVEM aujourd'hui, c'est Estérel Côte d'Azur Agglomération. Nous dépendons donc de 5 communes, Saint-Raphaël, Fréjus, Roquebrune-sur-Argent, les Adrets de l'Estérel et Puget-sur-Argent. Donc comme je disais, ce bassin nous fait environ 120 000 habitants à l'année, mais il a la particularité de passer à environ 450 000, 500 000 habitants en période estivale, puisque nous sommes de station balnéaire. Aujourd'hui, donc cette entreprise, le réseau Aglobus, emploie une centaine de personnes, c'est environ 70 véhicules. Nous faisons environ 1 900 000 km par an. Nous mixons à la fois notre réseau urbain et un réseau qui est scolaire, puisqu'on a une grosse partie pour les étudiants locaux, pour tout ce qui est collège et école et lycée. Donc, nous avons un réseau qui est composé aujourd'hui de 25 lignes urbaines, dont 5 lignes qui sont en véhicules électriques de petite capacité. Et à côté, nous avons 39 services scolaires journaliers qui desservent tout ce qui est partie scolaire. Donc, le réseau voyage environ 2 millions de voyageurs par an. Donc, on est sur des chiffres qui n'arrêtent pas de croître chaque année. Bon, pandémie oblige, on a eu un petit creux entre 2020 et 2021. Mais aujourd'hui, on arrive à un volume environ 2 millions de voyageurs sur 2020,
2021, fin 2021, et on espère faire 2 100 000, 2 150 000 pour 2022. Donc nous utilisons donc l'information voyageur de Pisae qui est en couplage avec le MiPlan aujourd'hui sur les bornes d'information voyageurs qu'on a disposées sur certains arrêts phares de notre réseau. Voilà, nous sommes aussi également délégataires du réseau de Simplibus, qui est un réseau à plus petite échelle, qui est la ville de Sainte-Maxime, dans le golfe de Saint-Tropez, où là, on a 6 véhicules urbains qui tournent tous les jours et où nous avons également posé 2 bornes du MiPlan à l'essai depuis l'année dernière pour la partie information voyageur en direct. Merci Jonathan pour cette présentation. Pour terminer cette partie introductive, je donne la parole à Arnaud Chevalier pour nous présenter plus en détail l'Umiplan et ses différents secteurs d'activité. Merci Jean-Philippe. L'Umiplan, c'est une entreprise française de 250 personnes qui a un métier, c'est concevoir des solutions d'information en temps réel. Et ce métier, on le décline sur 3 marchés. Évidemment, le marché de l'information voyageur, qui est le sujet d'aujourd'hui, pour lequel on est numéro 1 en Europe du Sud et on équipe plus de 200 réseaux de transport dans le monde, ce qui fait de l'Umiplan également le premier acteur de l'information voyageur en France, parce qu'on équipe, alors partiellement ou intégralement, 80% des 50 plus grands réseaux urbains français. Donc ça, c'est pour la partie information voyageur, donc de l'information voyageur dans les bus, aux arrêts. Et le deuxième marché que nous adressons, c'est l'information citoyenne, où on équipe les collectivités locales de panneaux d'information dynamiques et également d'applications mobiles. Et là également, sur ce marché, on est numéro 1 en France, avec plus de 2500 collectivités locales que nous accompagnons sur leurs enjeux d'information en temps réel auprès de leurs habitants ou de leurs visiteurs. Et enfin, le dernier marché que nous adressons, c'est celui du tourisme, où l'Umiplan est très très présent sur l'information en temps réel sur les domaines skiables. Si vous allez skier, vous avez une grande chance de tomber sur les dispositifs l'Umiplan, avec donc une présence sur 90% des 100 plus grandes stations de ski, et où là aussi l'information en temps réel est très importante. On est dans une logique de sujets très importants en temps réel sur les fermetures de remontées mécaniques, des avalanches, etc. Donc la prégnance de l'information en temps réel est très importante également. Et l'Umiplan sur ce sujet-là est numéro 1 en France, aux USA, et du coup numéro 1 mondial, parce que le marché du ski est sur quelques pays. Donc voilà, c'est un marché de niche, mais on est très, très présent et assez reconnu sur ce sujet-là. Et évidemment, puisque le sujet d'aujourd'hui sont les bornes d'information aux voyageurs, pour information, l'Umiplan a déployé 12 000 bornes d'information voyageurs à ce jour, dont 50% sont en fonctionnement autonome, qui va être notre sujet du jour. Donc c'est pour vous dire qu'on a une bonne expertise sur le sujet, et on y travaille depuis très longtemps, puisque le premier réseau en fait de bornes solaires qui ont été déployés en environnement urbain, et donc première BIV autonome, l'ont été en 1999 à Lyon. Donc voilà un peu pour l'Umiplan. Merci de cette présentation. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec le sommaire de ce webinaire. Donc, nous verrons dans un premier temps pourquoi une BIV autonome, quels sont les critères qui nous guident vers cette solution. Nous verrons ensuite quels sont les enjeux. Et enfin, nous étudierons la différence entre la solution solaire et la solution pile. Nous vous fournirons des éléments pour pouvoir effectuer votre choix et éclairer votre recherche d'informations dans ces domaines. Nous aborderons les prérequis sur le thème particulier de l'autonomie, qui est un élément important de ce sujet. Et puis, nous étudierons à travers l'expérience de plusieurs utilisateurs la façon dont ce thème de l'autonomie peut être abordé.
Et enfin, le dernier temps consiste, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, en un moment d'échange pour qu'on puisse poursuivre la conversation et répondre aux questions que vous vous êtes posées, que vous vous serez posées plus exactement à la suite de cette présentation. Donc, commençons dès maintenant avec cette question. Pourquoi une BIV autonome? Jean-Marc Rouffet, qu'est-ce qui vous a guidé à l'échelle de Bordeaux vers cette solution? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le contexte de l'information voyageur à l'échelle de votre réseau et qu'est-ce qui vous a guidé vers les bornes autonomes? Jean-Marc? On a reperdu Jean-Marc. Ah, on a reperdu Jean-Marc. Est-ce que vous nous entendez, Jean-Marc? Ah là, je suis revenu. Ah. C'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Désolé, dès que chaque fois que je prends la parole, ça se coupe. Alors, il va y avoir quelque chose. Une petite malédiction, je ne sais pas. Il faut que j'exorcise mon PC. Oui, le contexte de l'information voyageur à Bordeaux, c'est là, vous voyez, en fond, je suis devant la carte du réseau. Vous voyez qu'il est très large, notre réseau, et on a, rien que sur le réseau de bus, on a 3267 points d'arrêt, dont la moitié sont équipés d'abris voyageurs. Le réseau tramway, c'est 133 stations. Elles sont toutes équipées, à l'exception d'une seule qui était dans un périmètre historique où on n'avait rien mis du tout. Et on a aussi 13 pôles d'échange multimodaux. Donc, l'information voyageur, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il faut qu'on donne de l'information aux usagers. Et justement, je pense que vous pourriez, voilà, j'allais dire, pour nous, l'information voyageur, notre but, c'est de rendre notre réseau attractif. Enfin, notre vocation, c'est de faire voyager les gens sur notre réseau de transport. Et pour cela, il faut les mettre en confiance. Il faut qu'ils aient la certitude que quand ils prennent les transports, ils soient rassurés sur l'arrivée du bus, etc. Et donc, pour ça, il nous faut un système d'aide à l'exploitation et d'information voyageur. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place, nous, en 2014. Et vous avez bien compris qu'on avait 3500 arrêts, la moitié d'abris voyageurs. On ne peut pas se permettre financièrement de déployer des bornes d'information. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, on a fait un arbitrage, on a déposé des bornes d'information voyageurs là où ça nous paraissait judicieux, sur des lignes structurantes, là où il y avait des lignes en connexion, par exemple. Et on est arrivé donc au choix que vous voyez sur les diapos. On a 150 BIV 2 verts, 4 verts, et on a justement des BIV autonomes solaires pour les endroits où on ne pouvait pas se raccorder sur un abri voyageur, sur l'électricité par exemple de l'abri voyageur, ou parce que c'était des endroits emblématiques où il fallait quand même mettre une information et on avait des difficultés manifestes à se raccorder. Alors, on n'a que 8, entre guillemets, c'est pas beaucoup. Et c'est vrai qu'on a été déjà assez rapidement confronté à la difficulté de la durée de vie des batteries dans ces BIV solaires. Et c'est pour ça, je sais que Arnaud va faire une présentation sur les différentes technologies, mais c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on avait une tendance à préconiser les solutions à pile. D'accord. Et alors, donc ça, oui, voilà, ça c'est tout simplement. Je voulais simplement faire un petit focus sur les tendances, ce qu'on ressent nous au niveau de l'information voyageur. Comme je le disais, en 2014, on a mis en place un système de l'exploitation et d'information voyageur, mais qui était un système, on va dire, intégré, à la fois SAE et à la fois SIV. Et aujourd'hui, on est en train notre tendance est d'essayer de couper ces deux fonctionnalités. Le SAE marche très bien, il localise très bien les bus, il est capable de donner, de savoir très précisément dans combien de temps le bus va arriver. Je ne veux fâcher personne, mais je veux dire, quand on fait du SAE, on est très bon en SAE, on n'est pas forcément très bon en information voyageur et vice-versa. Et donc, c'est pour ça que le fait de les séparer, ça nous permet de tirer vraiment le meilleur parti des deux fonctions.
Donc aujourd'hui, voilà, par des systèmes d'interface, on s'interface par le biais d'interface Siri, par exemple. Aujourd'hui, comme ça, notre SAE reste le même, il fonctionne très bien, on en est très satisfait, mais ça nous permet de déployer des systèmes d'information voyageurs indépendants qui sont tout aussi, voire mieux, plus performants que ce qu'on avait initialement prévu. Et ça nous permet de choisir des solutions aujourd'hui, quelles qu'elles soient, autonomes ou raccordées, etc. D'accord. Et alors, sur les prochains projets de la métropole de Bordeaux, comment vous voyez, comment vous imaginez le déploiement de ces bornes d'information voyageurs? Alors, ça dépend tout si on est dans le cadre d'un projet complet qui part de zéro, on va dire. Typiquement, la création d'une ligne à haut niveau de service, c'est quelque chose qui est relativement impactant, structurant. Dans ces cas, on a quand même pas mal de travaux, donc ça ne nous pose pas de difficulté d'imaginer de raccorder de faire des raccordements électriques, puisqu'on va quand même faire des travaux conséquents, donc on n'est plus à un raccordement électrique près. Donc dans ce cas-là, on aura des bornes raccordées. On va se connecter, on aura des bornes, on va dire classiques, raccordées. Après, le choix TFT, LCD, etc., ça c'est autre chose. Ça dépendra de la taille de la station ou de la définition qu'on imposera au niveau de ces projets. Par contre, quand on est sur un réseau existant, c'est-à-dire on veut améliorer l'information voyageur sur une ligne, c'est-à-dire on va se dire on va passer d'une ligne à peu près standard à une ligne à un peu plus haut niveau de service, mais sans restructurer complètement la ligne, sans créer des nouvelles stations, etc. Là, dans ce cas-là, on sera obligé de viser. Alors, autant que faire se peut, si on peut se raccorder, on se raccorde. C'est-à-dire, si on a un abri voyageur qui est déjà raccordé au secteur électrique, bon, dans ce cas-là, on va essayer de s'y connecter. Si ce n'est pas le cas, on visera les bornes autonomes. Et alors, justement, quels avantages vous voyez à cet usage des bornes autonomes? Les avantages évidents, c'est de ne pas se raccorder, c'est de ne pas faire des travaux de raccordement. Ça paraît anodin, mais quand vous avez une voirie qui vient d'être, vous pouvez pas facilement vous dire je vais encore la percer pour aller me faire un raccordement. Il y a toujours des secteurs. On a été confronté à ça. Moi, dans le projet de SAEIV bus qui date de 2014, nous avons encore des bornes sur les bras parce qu'on n'a pas pu les poser, parce qu'on a eu des difficultés de raccordement, parce qu'on a eu des vétos de la part des services d'urbanisme qui ne voulaient pas qu'on les installe ici, etc. Voilà. Et donc aujourd'hui, finalement, les bornes autonomes sont un gros avantage pour nous. C'est beaucoup plus souple. En plus, si on peut les déplacer facilement aussi. C'est-à-dire, si on décide de déplacer l'arrêt de 100 mètres, ce n'est pas un problème, quoi. Et comme j'ai pu déjà le dire, on est quand même très intéressé par le système à pile aujourd'hui, parce que le système à pile, certes, c'est une pile, donc ça veut dire que ça n'a pas une durée de vie illimitée. Il faut imaginer de la remplacer régulièrement, mais je dirais que c'est finalement c'est intégré au plan de maintenance, c'est-à-dire on sait que il faut changer la pile je ne sais pas si c'est tous les ans, tous les 2 ans, mais enfin voilà, faut la changer régulièrement. On la change. Alors qu'aujourd'hui, les batteries, même sur les bornes solaires, parce que la borne solaire, pour qu'elle fonctionne, il y a quand même une batterie qui assure l'autonomie. Et on a été confronté à une obsolescence, enfin, je ne sais plus si on parle d'obsolescence, mais enfin à une dégradation assez rapide des batteries et qui fait que finalement, on préférerait avoir des systèmes à piles qu'on change régulièrement, mais on sait tous les combien on les change et ça coûte quand même, entre la pile et la batterie, il y a quand même une différence de prix non négligeable non plus. C'est pour ça qu'on préconise plutôt ce système-là aujourd'hui. Ok, très bien. Merci pour on va vous faire un petit comparatif tout à l'heure. Oui, on fera un comparatif entre
Pardon, Jean-Philippe. La pile va répondre à et le solaire. quelques questions dans le chat qui vous demandent, Jean-Marc, quel est le fournisseur de SAE à Bordeaux. C'est Ineo. Et la question dans le chat également liée à la durée de vie d'une pile. Voilà, donc c'est supérieur à 2 ans. On vous en parle un peu plus tout à l'heure. Et les batteries, justement, les batteries, les bornes solaires qu'on a mises, au bout de 2 ans, il fallait déjà changer les batteries aussi. Donc finalement, c'est l'un dans l'autre, on a intérêt à passer à la pile directement. Alors, Jonathan Delisotti, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel choix vous avez effectué à l'échelle des réseaux dont vous avez la responsabilité? Vous pouvez nous expliquer entre les BIV raccordés, les BIV autonomes, comment s'est déroulée cette mise en œuvre? Alors, bien évidemment, nous avons choisi 2 matériaux différents. Donc, pour nos pôles d'échange, nous avons mis des BIV raccordés puisqu'on avait tout le réseau électrique à disposition. Donc, nous sommes partis sur des BIV à LED, enfin des pavés LED qu'on voit devant les yeux, qui eux sont couplés avec notre système donc SAE, mais qui nous est PISAE et non pas INEO. Donc ça, c'était pour nos pôles d'échange. Donc pour la gare routière de Saint-Raphaël, la gare routière de Fréjus, ça, ce sont nos BIV qu'on a mis aux arrêts et aux quais pour donner la position du véhicule en temps réel et le prochain véhicule qui arrivera dans la suite avec toutes les lignes qui sont desservies par chaque quai. Nous avons choisi aussi également donc, de mettre sur le réseau aux arrêts de bus, parce que nous, on a beaucoup moins d'abribus, on a beaucoup plus d'arrêts, de poteaux d'arrêt. Nous avons équipé donc premièrement le réseau de Aglobus Cavem avec 10 bornes autonomes qui sont nous sur pile, dont nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui elles ont été installées depuis plus de 2 ans, quasiment 2 ans, mais elles fonctionnent encore très bien. Donc quand on parlait tout à l'heure de la partie autonomie, on se rend compte que nous 2 ans on les a passés et qu'aujourd'hui la pile tient toujours. Donc il y a 10 bornes, on les a mis sur nos arrêts phares entre guillemets. Ces bornes sont également reliées avec notre SAE, donc il reste PISAE. Et on voit sur le slide que pareil, ça nous donne le temps d'attente du véhicule qui en arrive, et le prochain véhicule qui arrivera derrière. Donc ce système-là aujourd'hui est très performant, hein, il fonctionne très très bien. Que vous dire de plus? Nous avons donc fort du succès du réseau Cavem. Nous avons décidé de faire un test sur le petit réseau de Sainte-Maxime. Donc, on en a déployé 2 l'été dernier, qui fonctionnent très bien également et qui sont également reliés avec notre application voyageur PISAE, puisqu'on utilise à la fois le SAE, mais à la fois l'application voyageur via smartphone pour le positionnement des véhicules en temps réel. Oui, donc ça, c'est une donnée effectivement importante à souligner. Voilà. Nous, de notre côté, donc le couplage des 2 matériaux fonctionne très bien. Les matériels fonctionnent très bien. Le flux d'informations arrive en temps et en heure. On n'a pas eu de bug depuis l'installation. Quelques petites rectifications, mais sûrement dues aux maintenances qu'on a eues du côté du SAE. Mais de notre côté, dans la globalité, on est assez content d'avoir installé ce type de matériel. Et je rejoins complètement Monsieur Roufflet sur la partie déploiement du matériel. Aujourd'hui, ce type de borne, c'est une borne qui est facile à déployer. Il n'y a pas de génie civil à engendrer quand on fait l'installation de la borne, hormis le socle d'accueil. Mais bon, pour la rapidité d'exécution et la rapidité de déploiement, on est sur un produit qui est vraiment bien adapté. Ok, très bien. Alors, je voudrais juste faire un petit commentaire, si vous me permettez. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que avec votre SAE, Monsieur Delisotti, c'est qu'on s'aperçoit que les SAE qui jusqu'à présent étaient réservés aux gros réseaux, maintenant sont accessibles à des réseaux de plus petite taille. Donc typiquement, voilà, des SAE comme PISAE ou autres permettent à des réseaux plus modestes d'avoir accès et du même coup de pouvoir valoriser ce temps réel avec des bornes autonomes. Donc on voit bien qu'il y a un écosystème qui est en train de se construire qui permet ce type de déploiement quasiment pour tous les acteurs, quelle que soit leur taille. Donc ça devient très démocratisé. C'est un élément assez intéressant à avoir à l'esprit, je trouve. C'est vrai. C'est vrai que le fait d'avoir des systèmes light, entre guillemets, aujourd'hui, pour nous qui sommes de plus petite taille et qui ont besoin d'avoir peut-être forcément une réactivité qui n'est pas la même que les grandes agglomérations, ce sont des systèmes qui sont très avantageux puisqu'on peut tout coupler et puis c'est facile à mettre en place, facile à mettre en œuvre. En fait.
Donc, on voit sur la slide là que les avantages de la borne autonome portent sur plusieurs plans, à la fois techniques, mais aussi administratifs et financiers, en termes d'aménagement du territoire, bien sûr, et puis aussi en termes de services rendus aux usagers et aux voyageurs. Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter sur ces différents sujets? Bon, sur la partie technique, je pense qu'on a fait un peu le tour. La partie administrative et financière, donc effectivement, on a ce gain financier qui est la partie génie civil qui n'est pas engagée quand on fait les travaux d'installation de ces bornes. La partie administrative est effectivement aussi plus facilitée dans le sens où on n'a pas trop de des CP à faire. On explique qu'on va implanter une borne, mais bon, on touche pas au réseau, on touche pas à l'infrastructure générale des arrêts, etc. Donc, on a une partie administrative un peu simplifiée de notre côté. Sur la partie aménagement du territoire, bah, effectivement, comme je rejoins également une fois de plus le réseau de Bordeaux, où c'est important d'aménager notre territoire avec de l'information voyageur, puisque si on veut les faire monter dans nos véhicules, il faut que l'information soit bonne et directe. Aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir un temps d'attente, enfin, qui n'aura pas de vision de son temps d'attente, ok, on va peut-être le perdre. Donc, c'est bien d'avoir cette vision en direct et puis que les gens puissent se dire, bah, tiens, il me reste 20 minutes à attendre, je vais aller faire mes courses à côté, ou tiens, je vais aller faire les trois petites choses qui me manquent. Donc, effectivement, cet aspect visuel est très important et ça rend un énorme service aux usagers puisqu'ils n'ont plus cette mobilisation à l'arrêt qui est là où ils ne savent pas quoi faire et ils ne savent pas dans combien de temps ils vont rattraper leur bus. Donc, c'est vrai que nous, le fait d'avoir couplé et à la fois notre application voyageur via smartphone avec le positionnement en temps réel et ce type d'information voyageur à l'arrêt, on trouve que, on a de très bonnes remontées utilisateurs sur la partie information. Ok, très bien. Alors, Arnaud Chevalier, vous pouvez nous dire en quoi, quels sont les avantages en fait des bornes autonomes? Oui, alors, bah, c'est sûr que Jean-Marc et Jonathan, vous avez tout dit, hein. Finalement, on évite à la fois les contraintes d'alimentation électrique qui bah, font gagner du temps et font aussi gagner de l'argent. Et évidemment, vous simplifiez énormément toutes les règles de gouvernance qui, elles aussi, font gagner et du temps et de l'argent. Donc, on voit bien les avantages. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'avec l'éclairage public, c'est un commencement aussi de bornes autonomes. C'est-à-dire qu'en se raccordant à l'éclairage public, on est déjà dans un système où la borne doit malgré tout avoir une certaine autonomie, puisque l'éclairage public fonctionne par intermittence. Et en général, c'est réservé plutôt aux grandes voies et au centre-ville. Donc, on voit bien que finalement, les bornes autonomes vont concerner tous les réseaux de plus en plus. Donc voilà, c'est un peu une slide de synthèse de ce que nous ont dit Jean-Marc et Jonathan. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail maintenant et identifier quels sont les enjeux importants à prendre en compte, à intégrer pour effectuer une démarche en faveur des bornes autonomes? Quels sont les critères à surveiller? Alors c'est vrai que les enjeux de l'autonomie, bah, c'est la durée de vie, hein. Beaucoup de questions sur combien de temps ça dure. Et donc, effectivement, ça dure plus de 2 ans. Mais pour que ça dure plus de 2 ans, il y a tout un travail d'optimisation. Alors déjà, il y a un travail sur la consommation électrique intrinsèque de la borne en elle-même. Donc évidemment, cette consommation liée à la technologie qui va être utilisée, qui va être plus ou moins consommatrice, le mode de nuit aussi qui peut avoir un impact, la ressource elle-même, CPU, son efficacité, sa performance énergétique entre ce qu'elle consomme et ce qu'elle va pouvoir restituer, les transmissions, et donc le type de modem, etc., les fréquences d'échange, on va y revenir. Donc sans rentrer dans les détails trop techniques, c'est déjà la borne en elle-même qui doit être optimisée, mais pas seulement. Ça, c'est la slide suivante. Au-delà de la propre consommation d'énergie de la borne, il y a toute une dimension globale à avoir en tête, et notamment dans la façon dont on va finalement redistribuer ou diffuser les informations que le SAE va venir, va nous communiquer. Donc typiquement,
être capable de filtrer des avances-retards pour éviter des mises à jour inutiles, par exemple, un retard ou une avance d'1 ou 2 minutes à 20 minutes on va dire, de l'horaire, ça n'a pas d'intérêt pour les usagers de savoir cette information-là, puisque elle va coûter de l'énergie. Donc, cette information-là, à 20 minutes, on va dire, de l'horaire, n'a pas vraiment d'importance. Donc, ne pas la diffuser, c'est économiser une transmission, c'est économiser un rafraîchissement, de même que la redonder inutilement. Vous allez voir tout à l'heure un exemple assez évocateur. Et puis, évidemment, disposer de prédictions pour, là aussi, économiser les transmissions. Par exemple, si on sait pertinemment que tous les vendredis midi, le marché du centre-ville engendre 5 minutes de retard, bon, ben, on le sait, c'est une information prédictive, et donc ce n'est pas la peine d'aller interroger le SAE pour ça, on peut faire une économie. Et il y a un tableau que moi je trouve assez parlant, c'est la façon de gérer son affichage. Là, pour l'exemple, c'est un prochain départ à 12h05. Alors, à 11h30, on va afficher soit 35 minutes. À 11h31, on va afficher prochain départ dans 34 minutes, etc. Si bien que si on affiche toutes les minutes la durée qui reste pour le prochain départ, on aura 35 rafraîchissements. Alors que si on indique le prochain départ, non pas une durée, mais un horodatage comme 12h05, à 11h30, on dit 12h05, à 11h31, on continue de dire 12h05, à 11h32 également, et finalement, on va économiser des rafraîchissements, et dans les dernières 5 minutes, à ce moment-là, on va plutôt basculer, non pas en horodatage, mais en durée, qui est plus parlant pour les voyageurs, et leur dire qu'il reste 5 minutes à midi, 4 minutes à midi 1, etc. Et on aura du coup un système qui va nous permettre d'avoir uniquement 6 rafraîchissements, comparé à la façon précédente qui va engendrer 35 rafraîchissements. Donc là aussi, c'est une façon d'économiser de l'énergie, donc de faire durer encore plus les batteries ou les piles. Alors, justement, il y a eu de grandes évolutions depuis 25 ans dans le domaine de l'autonomie, mais le sujet est d'autant plus d'actualité que il y a eu un saut technologique, notamment chez Lumiplan. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement quelles sont les évolutions et qu'on se rende bien compte des possibilités offertes désormais? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une date un petit peu de rupture qui est 2018. Finalement, en fait, ça fait 25 ans qu'on travaille à l'autonomie avec 15 ingénieurs et techniciens qui sont dédiés. Donc, on travaille beaucoup à essayer d'optimiser tout cela. Alors, bien sûr, la performance des panneaux photovoltaïques, on voit bien, a été divisée par 30. Et l'énergie nécessaire a été divisée par plus de 15. Donc évidemment, ça aide énormément à pouvoir avancer sur le sujet des bornes autonomes. Si on prend l'exemple du solaire, on est passé de 25% des arrêts qui étaient éligibles au solaire du fait de la taille importante des panneaux photovoltaïques à 60% des arrêts qui deviennent éligibles grâce à la diminution de la surface nécessaire. Donc, c'est un élément qui est très, très important. On a aussi beaucoup travaillé de notre côté à optimiser évidemment les ressources propres de la borne et on a réussi à atteindre un niveau d'énergie requise de 2 Wh par jour, ce qui est très, très faible et qui permet en fait de rendre éligibles des solutions à pile. Donc ça, c'est un élément qui est très important, puisque aujourd'hui, une borne autonome à pile est possible, ce qui n'était pas le cas jusqu'à 2018. Donc il y a un vrai changement de paradigme depuis 2018. Alors, pour faire vite... Oui, pardon, Jean-Philippe. Non, mais effectivement, il nous reste un quart d'heure pour continuer de
cette présentation et puis garder un temps d'échange à la fin. Donc, est-ce qu'on peut avoir un focus sur le solaire et les piles pour pouvoir bien distinguer ces deux technologies et leurs avantages? Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que les panneaux photovoltaïques du commerce, finalement, ne sont pas adaptés aux bornes d'information voyageurs. Pourquoi? Parce que la filière industrielle photovoltaïque, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'avoir le meilleur rendement là où il y a le plus de soleil. Ce qui est normal, hein, c'est quand même la demande initiale, tandis que la borne d'information voyageur, elle doit surtout fonctionner toute l'année, y compris quand il n'y a pas de soleil, et donc, elle doit être très, très performante également lorsqu'il y a très peu de luminosité, très peu d'ensoleillement. Donc, on doit trouver des systèmes qui ont un bon rendement à faible ensoleillement, tandis que la filière industrielle grand public, elle, c'est tout le contraire, c'est qu'elle veut un gros rendement lorsqu'il y a un fort ensoleillement. Donc, on est dans une nécessité d'être sur des solutions propriétaires qui doivent être donc adaptées. Et sans rentrer dans le détail technique, il y a tout un tas d'éléments qui vont permettre de bien garantir une disponibilité en toute saison. Donc, ça fait partie de vos questions dans le chat. Donc, bien sûr, l'orientation, non pas au plein sud, qui est la version été, mais vraiment une orientation vers le ciel pour que ça soit utilisable toute l'année. Ça, c'est un élément qui est très, très important. Avoir un bon rendement et donc avoir des chargeurs optimisés. Et donc ça, c'est important. Il faut que ces chargeurs soient optimisés pour des ensoleillements qui soient faibles. Et donc, chez Lumiplan, on va au-delà on va dire, de la solution propriétaire auquel vous seriez en droit d'attendre. C'est vraiment être en mesure de vous garantir une disponibilité à 99,7% dès lors que le site est éligible et qualifié, avec une autonomie sans soleil supérieure à 10 jours. Donc ça, c'est un élément qui est très important. Avoir des rendements lorsqu'il y a une faible luminosité, c'est absolument essentiel. Orienter le photovoltaïque vers le ciel, donc ça veut dire un design qui est adapté et être en mesure de qualifier un site avec on va dire un historique de 20 ans de relevé météo. Donc, ce sont des éléments qui sont et qui nous permettent de garantir un niveau de disponibilité très, très, très élevé sur le solaire. Donc là, on va passer un peu vite, mais voilà, c'est typiquement les qualifications que l'on peut avoir. Donc, typiquement, sur la gauche, c'est non éligible parce qu'il y a des arbres, parce qu'il y a un bâtiment, parce que c'est sans doute orienté au nord. Tandis que sur la photo de droite, voilà, c'est un dispositif éligible. Et si on considère que c'est éligible, et ça peut être, on sait garantir 99,7% de fonctionnement, donc c'est très important d'avoir ça en tête pour la partie solaire. Et alors sur les piles maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les critères? Oui, alors sur la partie pile, évidemment, on va s'affranchir de toutes les contraintes du solaire, donc pas de qualification de site, aucune insensibilité à la neige, pas d'encombrement lié aux panneaux photovoltaïques, donc ça veut dire que c'est compatible avec les infrastructures existantes. Donc on est vraiment sur des solutions universelles qui fonctionnent pour tous les cas de figure, donc avec des taux de disponibilité évidemment de 100%, des autonomies de plus de 2 ans, comme le disait Jonathan. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus fiable, quel que soit le contexte. Donc évidemment, c'est un élément qui est très intéressant, la pile, puisque depuis peu, comme vous le savez maintenant, c'est des choses qui sont éligibles à l'autonomie. Et enfin, la dimension recyclage est importante. Exactement, sur les solutions à pile, la dimension du recyclage est évidemment à prendre en considération. Donc, il y a différentes technologies de batteries ou de piles qui sont utilisables.
On vous a mis entre parenthèses le coût du recyclage, donc ce qui veut dire quelque part l'impact sur l'environnement qui est plus fort, plus le prix est élevé. Et donc, évidemment, on privilégie la solution Zinc Air qui est celle qui est la moins impactante. Et puis, qui dit recyclage, hein, ça a été des questions de dans le chat aussi, c'est une obligation de recycler les piles. Donc, si vous vous orientez vers une solution avec des bornes autonomes à piles, vous devez penser au recyclage. Alors, sachez que l'Umiplan est un organisme certifié pour la collecte des piles, et donc c'est un service que l'on propose à nos clients, ce qui leur évite d'avoir ni formalité à faire, ni une taxe à payer. Donc voilà, il faut penser ce dispositif globalement en termes d'autonomie, d'énergie utilisée et en termes de recyclage des piles, bien évidemment. Alors, on vient de parler d'autonomie, mais le fait que cette autonomie soit supervisée est aussi une dimension importante. Oui, c'est vrai que c'est très important d'avoir une capacité à superviser les bornes qui sont autonomes, puisque par définition, elles ne sont pas raccordées. Donc, malgré tout, il faut quand même s'assurer qu'elles vont fonctionner. Donc, en fonction de l'alimentation, hein, que ce soit sur EP, sur batterie, solaire ou pile, il y a des éléments qui sont indispensables à superviser. Donc, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail, mais il est important de aussi cet aspect de supervision lorsque vous déployez des bornes autonomes, de manière à ne pas être surpris ou pas avoir des problèmes que vous n'auriez pas vus. Et avec de la supervision, vous avez la capacité de bien voir tout ce qui se passe et d'avoir des alertes au moment où il faut que vous les ayez. Ce qui est à noter avec la pile, quand même, c'est qu'on est dans un dispositif bien mieux maîtrisé. Hein, Jean-Marc le disait. On sait qu'il y a une durée de vie qui est supérieure à 2 ans. Donc, si on se dit on change la pile tous les 2 ans, il n'y aura pas de surprise. Et on peut même imaginer que l'interface de supervision permette des commandes en ligne, des piles. Vous voyez, par exemple, voilà, ce genre de choses qui peuvent être imaginées dans un projet. Alors, on a une question dans le chat de Sylvain qui nous demande, sur 10 ans, en coût global, quelle est la solution la moins chère entre la pile et le solaire? Est-ce qu'on a une réponse à apporter ou est-ce que... Oui, je me suis fait souffler la réponse par notre directeur technique. Sur 10 ans, c'est identique. D'accord. OK. Alors oui, on parlait tout à l'heure d'expérience utilisateur. C'est intéressant aussi de voir en fonction des différentes technologies offertes, hein, la pile, le solaire, finalement en termes de contenu, qu'est-ce que ça offre comme possibilité? Oui, alors ce qui est intéressant sur ce tableau, ce qu'on a voulu vous partager, c'est que si on va dire technologie, éclairage public ou alimentation électrique, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses en termes d'information. Et on peut raisonner à l'inverse dans la version horizontale. Donc, si vous voulez de l'information alphanumérique, vous avez accès à l'autonomie via la pile, le solaire ou l'éclairage public. Si vous voulez donner de l'information graphique, vous pouvez utiliser les piles solaires et l'éclairage public et vous allez avoir comme technologie d'affichage du LCD e-paper pour l'information alphanumérique, que ce soit à pile solaire ou en éclairage public. Et si vous voulez de l'information graphique, vous allez pouvoir accéder à la technologie e-paper. Alors ça, c'est un élément qui est important. C'était une du chat. Ce qu'il faut, c'est que e-paper et autonomie ne font pas forcément au départ bon ménage. Parce que qui dit information voyageur en temps réel, le temps réel, c'est très consommateur. Évidemment. Et le e-paper est aussi une techno qui est assez consommatrice. Donc, les deux, c'est pas forcément facile à allier. Et on a réussi, en fait, grâce à un procédé très basse consommation de diffusion des piles,
à réussir à mettre sur le marché la première borne d'information voyageur autonome e-paper. Et donc, vous pouvez du même coup avoir des informations graphiques, parce que le e-paper, c'est cela que ça permet. Hein, le e-paper, c'est votre liseuse. C'est la Kindle, etc. Donc, c'est un niveau graphique très impressionnant. Et donc, vous pouvez du coup avoir des bornes e-paper à pile solaire et pouvoir utiliser votre information voyageur avec de l'information graphique. Et alors évidemment, si vous voulez des contenus dynamiques multimédia, là, ça sera la technologie d'affichage TFT qui sera évidemment à préconiser. Et là, vous ne pouvez pas avoir des bornes autonomes avec du TFT, donc vous serez obligé d'avoir l'éclairage public dans des cas appropriés ou évidemment devoir les connecter à l'alimentation électrique. Mais ce qui est intéressant, on peut peut-être faire un petit focus sur le e-paper, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Là, vous avez la différence entre les bornes LCD donc en haut et le e-paper en bas. Donc le LCD, c'est de l'information alphanumérique, donc qui fonctionne très très bien. Jonathan nous l'a montré. Le e-paper, donc c'est nouveau, et ça permet en fait, quand on dit de l'information graphique, on peut mettre des pictos, donc de pouvoir donner typiquement au PMR si on veut y ajouter tout un tas d'autres éléments. Vous avez la possibilité d'utiliser des pictos et vous pouvez aussi ajouter des zones de communication à la partie inférieure avec des logos et autres. Vous avez un effet visuel très très impressionnant. La finesse de l'affichage permet de faire des choses graphiques que ne permet pas le LCD. Alors, on voit ici différents types de design. Oui, alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que sur le modèle LCD, vous avez des versions donc à la fois solaire et à pile. Donc à pile, c'est en haut à gauche, solaire, c'est en haut à droite. Vous avez des fixations qui sont ou sur mât ou sur abri ou sur poteau d'arrêt. Et vous avez à chaque fois l'annonce sonore PMR et la messagerie en temps réel. Et vous avez en bas, à gauche ou à droite, la version 1 vert ou 2 vert. Donc en fonction du nombre de lignes que vous devez afficher, vous avez donc des surfaces d'affichage qui peuvent être adaptées. Donc ça, c'est pour la partie LCD. Et sur la partie e-paper, là, pareil, hein, vous avez la possibilité d'avoir du solaire, de la pile ou de l'éclairage public. Pareil pour les fixations, ça se fixe sur mât, sur abri voyageur ou poteau d'arrêt. Les annonces sonores PMR et la messagerie en temps réel, c'est également possible. Et donc, on voit bien qu'en termes de lisibilité et de confort, c'est nettement supérieur au LCD. Alors, c'est plutôt idéal en faible luminosité, mais ça vous permet d'avoir du graphique. Et donc, voilà, je le redis, c'est vraiment la première fois qu'une BIV autonome e-paper peut être mise sur le marché. Donc, c'est une des informations à avoir en tête si vous avez des projets de bornes d'information autonomes sur vos territoires, dans vos réseaux. Alors, pour conclure, il nous reste quelques petites minutes pour pouvoir échanger et dialoguer et répondre aux questions qui nous ont été posées. Alors, je vois notamment une question de Maxime qui demande: est-ce que les piles sont des piles propriétaires qui sont vendues uniquement par l'Uniplan, ou est-ce que l'approvisionnement peut se faire via un autre fournisseur en mode run? Alors, je crois qu'on a répondu dans le chat directement. D'accord. Ok. Alors, aurons-nous le support de présentation? Autre question. Oui, ça, vous pourrez l'avoir, puisque le replay sera disponible après ce webinaire. Donc, vous pourrez bien sûr accéder à tous ces contenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean-Marc ou Jonathan, est-ce que vous vouliez apporter des précisions par rapport à ce qui a été dit? Je pense que de mon côté, beaucoup de choses ont été dites et l'ensemble des bonnes informations ont été dites. Non, par rapport, oui, j'allais dire, je partage également par rapport à tous les sujets vraiment qui intéressaient ce webinaire. Je pense que tout a été dit.
D'accord. Il y a une dernière question. Qui change les piles? Chez nous, en l'occurrence, enfin, pour l'instant, la situation n'est pas encore actuelle, hein, mais par rapport au BIV solaire, c'est notre exploitant qui s'en charge. Après, libre à lui de passer par un contrat de sous-traitance ou un contrat de maintenance avec le fournisseur. Mais normalement, nous, on ne fait pas directement appel au fournisseur, c'est l'exploitant qui gère. Dans notre cas, nous sommes des exploitants. Nous, aujourd'hui, bon, on ne s'est pas encore confronté au problème puisqu'on n'a pas encore eu ce changement de pile effectif. Par contre, après, on va dire sur la faisabilité, le principe étant bien fait, je pense que ça prend pas énormément de temps. Il y a juste à déconnecter l'ancienne pile et à reconnecter une nouvelle pile. Je pense que la facilité est là. En tout cas, sur le principe technique, ça a été bien pensé pour que ce soit facile et efficace et rapide. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je remercie d'abord Jean-Marc Rouffet, Jonathan Delisotti et puis Arnaud Chevalier pour leur éclairage et leur expertise sur ce domaine. Je pense que maintenant, vous en savez davantage sur les BIV autonomes. Merci à vous d'avoir consacré du temps pour fournir toutes ces explications. Merci à tous ceux qui ont participé aussi à ce webinaire et qui se sont rendus disponibles. Je vous le rappelle, l'ensemble des contenus et des échanges qui ont eu lieu ce matin seront disponibles en replay. Et vous pouvez aussi continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Donc voilà, ce webinaire. J'ajouterais que le document est téléchargeable et on tâchera de répondre à différentes questions par mail si on n'y a pas répondu ni dans le chat ni oralement. Donc voilà, donc on essaiera de répondre à toutes vos questions dans un deuxième temps si on n'a pas réussi à tout traiter. Voilà. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.